notamment le petit théâtre du Petit Trianon, le temple, le hameau de la Reine. Châtelet va... si on oublie qu'il a fait partie du personnel révolutionnaire et qu'il est l'un de ceux qui va envoyer son ancienne, si j'ose dire, son ancienne protectrice à la mort, si on oublie cela, en regardant les aquarelles de Châtelet, notamment dans l'album qu'il a consacré au Petit Trianon, on a l'impression qu'il était précisément l'un des hommes qui donne à voir et à comprendre cette douceur de vivre de la fin de l'Ancien Régime, qui ne concernait évidemment qu'une élite, bien entendu, dont on parlait tout à l'heure. Et l'une des questions que je me suis posée, mais je me suis posé la question pour tous les personnages, pour tous les protagonistes de ce procès, c'est comment Châtelet a-t-il fait, alors qu'il était le protégé, qu'il était le peintre préféré de Marie-Antoinette, pour devenir son accusateur, entre guillemets son bourreau, et pour l'envoyer sans l'ombre d'un scrupule à l'échafaud le 16 octobre 1793. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il ne suffit pas de qualifier les protagonistes d'un événement comme celui-là socialement, de s'intéresser à leurs origines sociales, à leur parcours. Tous sont siégés dans un certain nombre de comités, ils appartiennent à la Commune de Paris, ils sont membres du Club des Jacobins, ils appartiennent aux innombrables comités de surveillance qui se sont multipliés dans Paris et qui d'ailleurs se surveillent les uns les autres à partir de 1792, mais il s'agit aussi de savoir ce que ces gens avaient dans la tête, comment est-ce qu'ils étaient constitués psychologiquement, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés. C'est toujours intéressant, j'ai toujours été intéressé à, même comme historien, je dirais aussi comme être humain, à mes personnages ou à mes sujets de biographie, dans les rapports qu'ils ont pu entretenir, soit à la violence, soit à la mort. Je pense qu'on trouve des clés d'explication quand on les observe à l'aune de la violence et à l'aune de la mort, qui sont peut-être plus subtiles, plus intéressantes et plus, je dirais, plus persuasives que d'autres. Et c'est exactement la situation dans laquelle se retrouvent ces membres du jury de jugement de Marie-Antoinette. Et ce Châtelet en particulier, qu'ont-ils dans la tête? C'est assez compliqué. Et comme toujours avec la patte humaine, c'est d'une très grande complexité. J'ai eu la chance, et je vous disais tout à l'heure que ces petits révolutionnaires présents au procès n'avaient intéressé personne. J'ai eu la chance de pouvoir littéralement les faire revivre à travers leurs archives, parce qu'il y a une communauté tragique de destin entre tous les personnages, entre tous les protagonistes du procès. Bien sûr, Marie-Antoinette va être condamnée à mort et montée sur l'échafaud, mais la plupart des jurés, plus de la moitié des jurés, la plupart des 41 témoins qui vont défiler à la barre du tribunal au cours des 3 jours du procès, eux aussi vont connaître une mort violente, eux aussi vont monter sur l'échafaud, car beaucoup sont proches de Robespierre, ils vont tomber avec Robespierre en juillet 1794, ils vont être eux-mêmes jugés, ils vont eux-mêmes passer devant ce même tribunal révolutionnaire. Et qui dit jugement, comme toujours, on est dans l'administration, et la Révolution c'est la naissance de l'administration française, qui dit jugement dit paperasse. Et qui dit paperasse dit conservation. Et qui dit conservation dit recherche de ces papiers. Et j'ai eu la possibilité d'aller fouiller dans les papiers des différents procès qu'ont subi un certain nombre de ces jurés et de ces juges. Et au cours d'un procès, on a évidemment des plaidoyers pro domo qui sont écrits par les accusés, on a des témoignages qui parlent des accusés, et on a un certain nombre d'éléments qui font que ces anonymes de l'histoire sortent tout à coup à la lumière et qu'on peut commencer à les comprendre. Lorsqu'ils se défendent et qu'ils sont accusés, 2 ans après le procès de Marie-Antoinette, ils ne sont jamais accusés d'ailleurs d'avoir été les jurés de Marie-Antoinette, car même à l'époque thermidorienne, après la chute de Robespierre, le procès de Marie-Antoinette est un procès juste et entendu. Donc on ne les accuse pas de ça, mais on les accuse quand même, après la chute de Robespierre, d'avoir envoyé 2700 personnes à la guillotine. Et donc ils essayent de se défendre. Et le premier élément qu'ils mettent en avant, la première justification, elle porte un mot, c'est le mot de conscience. À chaque fois qu'un individu se retrouve confronté à une situation extrêmement difficile et dangereuse, très manichéenne, qui est dessinée en noir et blanc, si j'ose dire, il évoque sa
conscience pour se justifier. Derrière cet élément, cette évocation et cette invocation presque de la conscience, on trouve un certain nombre d'éléments qui sont peut-être plus intéressants. Le premier, c'est que tous ces jurés sont pris dans des convictions, et de véritables convictions. On ne peut pas leur faire le procès d'intention d'avoir joué un double jeu, d'avoir été des Janus et d'avoir été traîtres à la cause qu'ils défendaient. Je pense qu'ils y croyaient véritablement. Ils y croyaient peut-être d'autant plus que cette cause était une cause facile à comprendre. N'oublions pas les origines et les milieux sociaux dont ils viennent. Cette cause est une cause qui s'organise dans un univers qui lui aussi est dessiné en noir et blanc. Il n'y a pas de place pour des nuances de gris dans ce procès. Cet univers dessiné en noir et blanc, la Révolution le façonne en façonnant au fond deux mondes, comme je le disais tout à l'heure, le monde des méchants, les contre-révolutionnaires, et le monde des gentils et des bons, les révolutionnaires. Et dans un certain sens, quand on évolue dans un monde aussi simple, on évolue dans un monde qui vous réassure par rapport à la complexité réelle du monde tel qu'il est, et dans un monde qui vous permet, dans un certain sens, moralement, de vous protéger de cette complexité. Et ça, c'est certainement un élément psychologique qui habite ces jurés et qui habite ces juges qui vont envoyer Marie-Antoinette à la guillotine. Il y a d'autres éléments. Un autre de ces éléments, c'est certainement un principe de revanche sociale. Les jurés, les juges et les témoins du procès de Marie-Antoinette appartiennent au petit monde de l'Ancien Régime, à la petite bourgeoisie et même pour certains au peuple. Et pour la première fois de leur vie, ils se retrouvent face à face avec une reine déchue qu'ils n'auraient même pas osé voir ou regarder avant 1789, dont ils n'ont jamais eu l'occasion d'être présentés, bien entendu. Il y a véritablement un sentiment dans ce procès de subversion sociale. Pour la première fois, les petits prennent le pas sur les grands. Et les petits parlent à égalité avec les grands. Et non seulement parlent à égalité avec les grands, mais possèdent les grands dans leurs mains et ont droit de vie et de mort sur les grands. En l'occurrence, sur l'ancienne reine Marie-Antoinette. Quand on regarde les témoignages, quand on lit les témoignages, parce que je ne vous ai pas parlé des pièces du procès, mais j'ai eu la chance de découvrir des notes d'audience inédites qui ont été prises par un greffier anonyme et qui sont conservées dans un endroit fantasmagorique et extraordinaire qui s'appelle l'Armoire de Fer, qui se trouve dans le grand dépôt des Archives nationales et que j'ai pu me faire ouvrir, et donc j'ai pu découvrir à travers ces notes d'audience un certain nombre d'éléments et de questions qui ont été posées par le président du tribunal aux témoins et qui ont été posées aussi à l'accusé, à Marie-Antoinette. Et quand on regarde ces témoins défiler, on trouve des personnages comme une dame qui s'appelle Reine Millot. Reine Millot était une femme de charge de Versailles avant 1789, donc elle occupait véritablement le bas de l'échelle de la hiérarchie de cour versaillaise telle que vous pouvez vous la représenter. Et Reine Millot, lorsqu'on lui demande de témoigner, explique sans aucune forme d'hésitation que le duc de Coligny, qui était l'un des favoris de Marie-Antoinette, qui faisait partie de ce qu'on appelait la société de la reine, ou le cercle de la reine, ou d'un point de vue un peu plus péjoratif, la coterie de la reine, que le duc de Coligny lui a fait des confidences à elle, Reine Millot. Vous imaginez la distance sociale qui pouvait séparer ces deux individus avant 1789. Et parmi les témoins qui défilent à la barre du procès, on a un garde national qui était de faction aux Tuileries, lorsque la famille royale était consignée aux Tuileries après leur départ assez violent et douloureux de Versailles les 5 et 6 octobre 1789. Et ce garde national raconte aussi que la reine elle-même lui a fait des confidences, qu'elle lui a parlé à lui, je ne sais plus comment il s'appelle, à lui, garde national de faction, à la porte des appartements de la famille royale. Donc il y a véritablement ce jeu qui est un jeu révolutionnaire aussi. Toute révolution passe par des formes de subversion sociale, de revanche. Et le mot de revanche est souvent utilisé dans les procès-verbaux d'audience du procès. De revanche des petits sur les grands, qui est un élément consubstantiel certainement à la psychologie de ces jurés et de ces juges. Et puis il y a un troisième élément qui est peut-être l'ivresse du pouvoir. L'ambition, certainement, car l'ambition habite ces jurés qui connaissent une ascension sociale qu'on ne peut pas imaginer. Ils appartiennent à la boutique parisienne, au petit commerce parisien, au petit artisanat parisien, et du jour au lendemain, en 2 ans, ils ont tout pouvoir
pouvoir sur un certain nombre de leurs contemporains, ils ont droit de vie et de mort sur les contre-révolutionnaires qui passent à la barre du tribunal. Et donc il y a certainement cet élément-là, qui est une griserie du pouvoir avec des formes d'impréparation par rapport au pouvoir. Ça, c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir. Et puis il y a un dernier élément qui peut-être emporte tous les autres et qui est omniprésent au cours du procès, c'est la peur. Et au fond, ce procès, c'est tuer pour ne pas être tué. N'oublions pas que ce procès intervient dans un contexte de guerre civile. N'oublions pas que la terreur, elle est des deux côtés. Elle n'est pas seulement du côté de la révolution, mais elle est aussi du côté de la contre-révolution. Et que la terreur n'est pas une idéologie, ni même une forme d'organisation des pouvoirs. La terreur, véritablement, j'ai essayé de comprendre ce que ça pouvait être que la terreur dans l'esprit des révolutionnaires. Et pour ça, vous savez, c'est une génération, ce sont les enfants des Lumières, ce sont les fils de l'encyclopédie révolutionnaire. Et donc il suffit de relire le mot terreur dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et quand on lit la définition du mot terreur, on lit ceci: terreur, jeter l'effroi dans les rangs adversaires. La terreur, c'est une arme politique, c'est certainement pas une idéologie, et d'ailleurs c'est toujours une arme politique aujourd'hui. C'est l'exercice de la violence, et c'est pas un contenu idéologique dont la violence serait la manifestation. Et donc le procès intervient dans cette période de terreur, on exerce la terreur pour ne pas être la victime de la terreur. Il y a aussi cet élément-là, et l'élément de la peur, qui s'empare peut-être d'ailleurs encore plus des jurés, des accusateurs que de l'accusé. Cet élément de la peur est un élément qui est consubstantiel à ce procès de Marie-Antoinette. Face à ces jurés, face à ces juges, face à cet accusateur Fouquier-Tinville, qui va mourir lui aussi sur l'échafaud et qui est l'organisateur du procès avec Robespierre, en accord avec le comité de salut public où domine Robespierre à partir du mois de juillet 1993, on trouve une accusée très différente de ce que j'avais pu imaginer, telle que je la découvre dans les notes d'audience que je découvre et que je transcris dans cette fameuse armoire de fer du grand dépôt des archives nationales. L'image que j'avais de Marie-Antoinette, au fond, c'est une image que nous avons tous. C'était une image qui relevait beaucoup plus de la mémoire que de l'histoire. C'était l'image d'une enfant gâtée, d'une femme un peu frivole, un peu inconséquente, qui aurait été celle des jeux et des ris, pour utiliser une expression proustienne, du petit Trianon et de cette fameuse douceur de vivre de l'Ancien Régime. Et quand je lis les réponses que donne Marie-Antoinette aux questions qui lui sont posées, je découvre une femme très très différente de celle que j'avais pu imaginer. Je découvre une femme qui a d'abord un véritable sens politique, une présence d'esprit, un contrôle et une maîtrise d'elle-même qui m'a littéralement étonné, et aussi, au-dessus encore, une forme de courage et de dignité, jusque dans les réponses qu'elle donne au pire des accusations qu'on va lui porter, car vous savez, on ne juge pas seulement une reine, on juge aussi une femme et on juge aussi une mère. Le procès de Marie-Antoinette, c'est le procès des hommes fait par des hommes à une femme. Marie-Antoinette, au fond, incarne ce que la Révolution déteste de l'Ancien Régime, c'est-à-dire un monde dominé par les femmes. Elle incarne au fond l'inversion des pouvoirs entre les hommes et les femmes. Ce que la Révolution reproche à la monarchie, c'est que Louis XVI ne gouvernait pas et n'avait pas de maîtresse, alors que Marie-Antoinette, à leurs yeux, était censée exercer le pouvoir et avait des amants. On sait que ces amants étaient imaginaires, car le procès de Marie-Antoinette, c'est aussi le procès de tous les fantasmes. Mais c'est véritablement le procès fait par la Révolution, qui est un monde d'hommes, un monde d'assemblée d'hommes, à ce que Marie-Antoinette incarne de nocivité du pouvoir féminin tel qu'il s'exerçait sous l'Ancien Régime. La Révolution est profondément misogyne. On va mettre quand même un certain temps à retrouver un équilibre entre le pouvoir des hommes et le pouvoir des femmes. Pour les révolutionnaires, la femme n'est pas suffisamment constituée pour pouvoir exercer quelque forme de responsabilité que ce soit, et au fond la femme est renvoyée à ses fourneaux et à ses foyers. J'ai eu l'occasion de lire les procès-verbaux de certains mariages républicains présidés par Joseph Fouché à Lyon. C'est tout à fait ébouriffant. L'homme est envoyé se battre aux frontières de la République au nom de la patrie, et la femme est destinée à torcher les enfants et à s'occuper de ses casseroles. Là,
la vision portée par les révolutionnaires, la vision de la femme portée par les révolutionnaires est une vision que nous pourrions, sans faire d'anachronisme, que nous pourrions considérer aujourd'hui comme assez rétrograde, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a cette vision-là, et Marie-Antoinette est accusée aussi, non seulement comme reine, mais comme femme, et elle est accusée comme mère. Et lorsqu'on lui porte cette accusation d'inceste, qui est portée par l'un des témoins du procès, qui est Hébert, qui est le rédacteur en chef du journal le plus violent de la Révolution, qui s'appelle Le Père Duchesne, qui est un peu, si vous voulez, en pire et en plus violent encore, l'ancêtre du Canard enchaîné aujourd'hui. Mais je vous assure que le Canard enchaîné, c'est rien par rapport au Père Duchesne. Croyez-moi, quel que soit le sentiment que vous pouvez avoir par rapport au pouvoir, à ce qu'on appelle le quatrième pouvoir aujourd'hui, le pouvoir de la presse sous la Révolution, qui est évidemment une presse sous contrôle par ailleurs, qui est une presse exclusivement favorable à la Révolution. La presse contre-révolutionnaire a disparu, mais cette presse favorable à la Révolution, elle est extrêmement puissante en 1793 et 1794. L'un des journaux les plus lus à quelques 150 000 exemplaires, ce qui est considérable quand on sait que le taux d'alphabétisation est très très faible en 1793. L'un des journaux les plus lus, c'est Le Père Duchesne, et Le Père Duchesne, et Hébert qui en est le rédacteur, injurie Marie-Antoinette à longueur de colonne et à longueur de page depuis 3 ans. Et Hébert, dans la mesure même où les preuves apportées pour juger l'ancienne reine et pour juger la femme sont assez faibles, dans la mesure où dans le bazar ambiant qui préside au début de la Révolution, on ne trouve pas ces pièces qui permettrait de porter l'accusation à Marie-Antoinette, de l'accuser de trahison et de complot, on va imaginer une troisième forme d'accusation, on va imaginer de l'accuser comme mère, et on va imaginer de l'accuser comme celle qui aurait couché avec son fils aîné, qui est, pour les royalistes, depuis la mort de Louis XVI, considéré comme le roi, c'est-à-dire comme Louis XVII. Vous savez, vous connaissez l'expression, le roi est mort, vive le roi, le mort saisit le vif, et du côté de la contre-révolution, du côté des royalistes, Louis XVII, le petit enfant de 8 ans qui est détenu à la tour du Temple au moment où a lieu le procès de Marie-Antoinette, c'est Louis XVII et c'est le roi de France. Et ce petit Louis XVII gêne considérablement les révolutionnaires. Ils ne peuvent décemment pas le supprimer, le liquider, c'est un enfant de 8 ans, donc ils ont commencé par le confier au couple Simon, au cordonnier Simon, et puis ils vont imaginer au fond de le supprimer moralement, à défaut de pouvoir le supprimer physiquement. Et si la Révolution a exercé quelque forme de régicide que ce soit, je pense qu'elle a exercé 2 formes de régicide. Un régicide physique, c'est la mort de Louis XVI, qui est raccourci sur l'échafaud le 21 janvier 1993, et un régicide moral, c'est cette accusation d'inceste que porte Hébert contre Marie-Antoinette au cours de son procès le 15 octobre 1793. Pourquoi? Évidemment, il y a des, je dirais, des implications politiques dans cette accusation d'inceste. Parce qu'en accusant la reine d'avoir couché avec le petit Louis XVII, on coupe le cordon ombilical, on coupe moralement le cordon ombilical de l'hérédité monarchique. Il s'agit, en portant cette accusation d'inceste, de supprimer moralement ce principe d'hérédité monarchique qui gêne considérablement la Révolution et les révolutionnaires. Et on connaît la réponse de Marie-Antoinette, j'en appelle à toutes les mères présentes dans cette salle, qui est une réponse tout à fait étonnante et qui est à l'aune des réponses qu'elle a données aux différentes questions qu'on lui a posées. Je vous donne un seul exemple. Lorsque Hermann, le président du tribunal, pose la question à Marie-Antoinette de savoir pourquoi Louis XVI a pris la décision de fuir à Varennes. Vous savez, la fameuse fuite à Varennes en juin 1791 qui s'est terminée, en fait, la fuite à Montmédy qui s'est terminée malencontreusement à Varennes par l'arrestation de la berline royale par le maître de poste Drouet. Et lorsque Hermann lui dit « Vous avez voulu vous enfuir à Varennes parce que vous vouliez remonter sur le trône », l'accusé répond du tac au tac « Nous ne voulions pas remonter sur le trône puisque nous y étions ». Et ça, c'est une réponse incroyable quand on sait la situation seul contre tous dans laquelle se trouve de maladies, d'épuisement physique, d'épuisement
morale aussi dans laquelle se trouve Marie-Antoinette. On est très très étonné de ces réponses. Et dans un certain sens, ces réponses expliquent pourquoi je me suis aussi intéressé au procès, parce que beaucoup plus que le procès de Louis XVI, là encore les choses sont très tranchées. On a deux mondes absolument différents l'un de l'autre, tout à fait antagonistes. Le monde de la monarchie, et Marie-Antoinette porte littéralement sur ses épaules, beaucoup plus que son mari, les droits héréditaires et les droits historiques de la famille de Bourbon, et partant les droits de son fils, le petit Louis XVII, enfermé à la Tour du Temple. Marie-Antoinette, elle se comporte au cours de son procès un peu comme une sorte de passionnariat